présidente des Féministes sans frontières, une ONG super militante qui œuvre pour l'égalité des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Aussi, elle est la cofondatrice et présidente de Jonia Kede, si je prononce bien, une organisation qui lutte contre l'esclavage moderne et l'exploitation des travailleuses domestiques. L'organisation travaille principalement en Arabie Saoudite et au Koweït. Vous écoutez bien, au Koweït, en portant une association psychologique aux domestiques maliens esclavagisés tout en aidant ces dernières à regarder le Mali. Ensuite, Alimatou Souko a la qualité d'étudiante chercheuse de l'Académie du Royaume du Maroc, un organisme de diplomatie parallèle et de promotion de la recherche scientifique qui finance la formation d'étudiants et d'étudiantes, chercheurs et chercheuses qui se sont distingués dans leur parcours. La dite formation s'est faite régulièrement à travers des conférences, ateliers, séminaires et autres volets animés par d'anciens chefs d'État, ministres, experts internationaux sur des sujets portant sur le développement. Sur sa chaîne YouTube, elle montrera le visage de cette institution à travers une vidéo intitulée Si vous avez de quoi noter, ou bien écrivez tout simplement sur vos portables, sur la recherche YouTube. Si vous n'avez pas de connexion à la maison, vous allez chercher « Je suis parti à la chasse au trésor ». Je suis parti à la chasse au trésor. Bloguer sociopolitique sur la plateforme Medium, sa plume l'amènera à travailler et à contribuer au sein de plusieurs journaux, magazines, notamment Econo, Med, Marrakech Pocket, Mali Actu, Mali Web. Forte de ses expériences dans le milieu de la communication et du marketing, elle sera remarquée et sollicitée pour présider la communication du Gala Africa, du prestigieux événement de Marrakech de 2017, et accompagne de nombreuses entreprises et marques en tant que consultante en marketing digital. Par ailleurs, podcasteuse sur SoundCloud, elle pose sa voix sur les thématiques entre autres liées à la productivité et au dépassement personnel, férue de dessin et de peinture depuis son plus jeune âge. Elle est également illustratrice peintre. Ses illustrations politisées dénoncent généralement des mots contre lesquels elle se bat, notamment l'excision, les violences contre les femmes. Après son baccalauréat obtenu au Mali, Alimatou Souko obtient une bourse du Mali pour étudier au Maroc à l'UCA où elle sort juriste, politique et géopolitologue. Donc, ça, c'est juste quelques points de son CV. Et sincèrement, je vous invite aussi à rechercher son compte Facebook, Alimatou Souko, où elle fait des vidéos, où elle défend vraiment ses idées. Et je ne peux pas du tout résumer ces idées ici parce que nous n'avons pas assez de temps. Peut-être qu'elle va, à travers ce qu'elle va vous dire sur la place de la femme dans l'Afrique antique, une histoire de matriarcat, vous allez peut-être saisir certains points, mais je vous invite à chercher son compte Facebook pour en savoir plus parce qu'elle fait des vidéos à travers lesquelles elle défend la femme, l'image de la femme, et c'est vraiment son opinion personnelle. Et je vous la passe. Merci. Bonjour, mes chers frères et sœurs. Je suis très ravie d'être là parmi vous. Et je remercie les organisateurs de m'avoir convié à prendre part à ce panel. Et je les congratule également d'avoir choisi finalement un thème aussi éloquent et pertinent. Et moi, mon intervention va s'articuler autour du statut de la femme dans l'Afrique antique, dans l'Afrique ancestrale. Certains diront l'Afrique précoloniale, même si je recule ce mot parce que c'est finalement définir l'Afrique par rapport à cet épisode sombre qu'est la colonisation. Donc je préfère dire l'Afrique impériale ou l'Afrique ancestrale. Notre Afrique regorge d'enseignements que l'on peut retrouver notamment au sein de notre histoire. Mais souvent, notre histoire a été amputée de parties importantes, souvent également falsifiées. Et aujourd'hui, je suis vraiment très ravie de vous parler du statut de la femme africaine, de son statut dans cette Afrique traditionnelle, dans cette Afrique impériale, que les historiens situent entre 300 et 1500 ans après Jésus-Christ.
Donc, les sociétés africaines étaient organisées autour du système matriarcal. Alors, c'est quoi le matriarcat? Le matriarcat est un système d'organisation politique et sociale où les hommes et les femmes sont considérés comme égaux, où les hommes et les femmes ont les mêmes droits, les mêmes libertés, les mêmes opportunités. C'est une société où il n'y a pas de hiérarchie, voilà, où il n'y a pas de domination, la domination de l'homme sur la femme ou de la femme sur l'homme. Parce qu'on a tendance à croire que la domination masculine a toujours fait partie de l'histoire du monde, mais c'est une chose qui a été démentie par les anthropologues, par les chercheurs, notamment Engels, dans son ouvrage « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État », nous dit clairement que dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés primitives, il y avait ce qu'on appelle un communisme primitif. Il n'y avait pas de classe, il n'y avait pas d'oppression de sexe, donc c'était vraiment des sociétés égalitaires, et il a fait référence notamment aux sociétés traditionnelles africaines, donc des sociétés qui étaient organisées autour du matriarcat. Et Cheikh Anta Diop également a parlé du matriarcat dans son ouvrage L'unité culturelle de l'Afrique, qui a été publié en 1982 aux éditions Présence africaine. Donc, dans ce livre, à la page 114, il nous dit que le matriarcat n'est pas le triomphe, voilà, cynique, absolu de la femme sur l'homme. Il dit que le matriarcat est un dualisme harmonieux. Voilà, c'est une association harmonieuse des deux sexes pour bâtir une société sédentaire. Donc, vraiment, l'Afrique, dans les sociétés africaines, il y avait cette notion d'égalité homme-femme. La femme n'est pas supérieure à l'homme, l'homme n'est pas supérieur à la femme. Et aujourd'hui encore, il y a des sociétés matriarcales. Elles sont minoritaires, elles sont vraiment minoritaires, mais aujourd'hui encore, il y a des sociétés matriarcales parce que finalement, il y a des sociétés qui ont échappé à la colonisation. Et je vais vous expliquer finalement comment on est passé d'un système matriarcal à un système patriarcal. Donc, il y a aujourd'hui des sociétés, notamment chez les Pygmées Mbunti ou bien encore chez les Maasai. Voilà, c'est des peuples en Afrique qui n'ont pas connu la colonisation et donc qui ont gardé vraiment leur tradition. Donc, on est passé d'un système patriarcal avec la pénétration coloniale. Donc, les colons, quand ils sont arrivés en Afrique, quand ils ont vu comment la femme la femme était considérée comme l'égale de l'homme, avait les mêmes droits, les mêmes opportunités et les mêmes libertés que l'homme, ça les a choqués. Ça les a vraiment, vraiment choqués parce que dans leur monde occidental, c'était tout l'inverse. D'ailleurs, il y a eu un débat historique en Occident pour savoir si la femme était un être humain. Il y a eu des évêques en 1545, justement pour savoir si la femme est un être humain. Est-ce que la femme dispose d'une âme? Donc imaginez finalement ces gens-là qui viennent en Afrique, qui trouvent que la femme et l'homme sont considérés comme égaux, la femme a autant de droits que l'homme, etc. Et donc, c'est important de dire ça parce qu'on a tendance à croire que l'Afrique était vraiment un continent plongé dans la barbarie, voilà, que les colons sont venus avec leur lumière, mais on se rend compte que c'était l'inverse. L'Afrique était très, 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 très développée en termes de valeurs humanistes, en termes d'organisation, parce que déjà, la question de l'égalité homme-femme existait dans l'Afrique impériale. À une époque où en Occident, voilà, ce n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, petite illustration de cela, le 3 novembre 1793, il y a une femme qui a été guillotinée en France, Olympe de Gouges, pour avoir demandé à ce que les femmes aient les mêmes droits qu'un homme. Parce qu'on parle beaucoup de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 en France, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'était une déclaration des droits de l'homme qui ne concernait que les individus de sexe masculin.
D'ailleurs, l'expression déclaration des droits de l'homme n'est pas anodine. Si on prend un enfant ou un adolescent qui n'a jamais entendu parler de la question de la déclaration des droits de l'homme, il va penser dans un premier abord qu'il s'agit des hommes de sexe masculin, parce que déjà ce n'est pas inclusif. Alors certains pourront dire oui, mais homme grand âge, ça inclut les hommes et les femmes, mais en fait, il y avait vraiment cette idée derrière que c'était seulement les individus de sexe masculin. Et donc elle va protester contre ça, elle va dire que les femmes aussi ont des droits, devraient avoir des droits sociaux, économiques et politiques, et donc elle va écrire une deuxième déclaration qui sera la déclaration des droits de la femme, justement pour s'opposer à ça, en disant que vous ne pouvez pas faire une déclaration universelle des droits de l'homme et les femmes sont exclues. Et elle a été guillotinée. Pour vous montrer à quel point il y avait un paradoxe, à quel point il y avait un contraste. En Afrique, la femme était considérée comme l'égale de l'homme, elle avait des droits, elle était valorisée. Voilà. Et de l'autre côté, en Occident, elle n'avait pas de droits, elle était considérée comme une citoyenne de seconde zone. Donc les colons sont venus avec cette conception, avec cette vision, et donc ont finalement tout fait pour imposer cette vision des rapports hommes-femmes que eux ils avaient, qui étaient chez eux. Donc il y a eu une domination, culturelle, il y a eu un esclavage mental et culturel, parce que l'esclavage n'a pas seulement été physique, l'esclavage a été aussi mental, profondément mental et culturel. Finalement, on est passé d'une société matriarcale à une société patriarcale où les hommes dominent les femmes, où les hommes écrasent les femmes, où l'homme est d'office le chef, quoi. Et la femme doit être soumise et la femme doit obéir à l'homme. Ça, ce sont des choses qui n'existaient pas dans nos traditions africaines. C'est quelque chose qui n'existait pas, vu qu'on était organisé autour du matriarcat. Alors, le matriarcat avait certaines spécificités, notamment le système matrilinéaire, donc le nom se transmettait par la mère, et il y avait aussi le système matrilocal, qui a aussi une spécificité du matriarcat. Donc, quand il y avait mariage, c'est l'homme qui se déplaçait pour aller vivre chez la femme, ou dans la famille de la femme. Donc, il y a eu un bousculement, on est passé d'une société égalitaire entre les hommes et les femmes à une société patriarcale où les hommes dominent les femmes. Et cette domination a eu des conséquences parce que la continuité finalement de cette domination a été des discriminations à l'endroit des femmes, mais aussi des violences, des viols, etc. D'ailleurs, il y a une anthropologue américaine du nom de Peggy Reeves Sandé qui a fait une analyse comparative entre les sociétés patriarcales et les sociétés matriarcales, et elle a constaté que les viols et les violences basées sur le genre, ce sont des phénomènes extrêmement rares dans les sociétés matriarcales. Ce sont des choses extrêmement rares, alors que dans les sociétés patriarcales, les viols, on ne peut pas dire que c'est des choses rares. D'ailleurs, récemment, on a eu des cas tristement célèbres de viols collectifs. Donc, vraiment, les sociétés matriarcales, c'était vraiment des sociétés exemplaires. Et les femmes africaines ont eu à jouer un très, très grand rôle dans la résistance au moment de la pénétration coloniale. Et on peut donner l'exemple de plusieurs femmes qui ont été des reines, qui ont été des impératrices, qui ont été des chefs de guerre. D'ailleurs, on ne peut pas tous les citer ici. Quand on pose la question de savoir quelles sont les femmes qui ont été chefs d'État en Afrique, c'est très facile. Il y a 3 femmes, une au Libéria, une au Malawi, et puis l'autre en Centrafrique. C'est très facile, parce qu'elles sont extrêmement minoritaires. 3 femmes. Mais dans le contexte de l'Afrique impériale, citer les femmes qui ont été reines, impératrices, qui ont dirigé des royaumes, c'est un exercice qui n'est pas du tout facile, parce qu'elles sont nombreuses, elles sont par centaines.
pour vous montrer finalement à quel point la femme a perdu de son statut avec la colonisation, avec l'esclavage culturel et mental. Donc il y a vraiment eu des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique antique, notamment Nanaya Santewa, qui a mis en déroute les troupes britanniques qui ont voulu envahir le royaume Ashanti, parce qu'elle, c'était la reine du royaume Ashanti. Et elle était à la tête d'une armée de 21 000 femmes. Vous imaginez? Une armée de 21 000 femmes. C'était extraordinaire. Alors cette armée a vraiment eu à défendre justement le royaume Ashanti au moment de la pénétration coloniale. Et puis en 1819, il y a eu également ce fait historique qui a vraiment marqué l'histoire du Sénégal, à savoir la résistance des femmes de Nder. Les femmes de Nder, elles ont fait quelque chose d'incroyable. Déjà, Nder se situait au royaume du Waalo, qui était dirigé également par une femme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une invasion arabo-musulmane à cette époque-là. Donc, il y avait vraiment la traite. Donc, on essayait vraiment d'aller chercher le plus d'Africains possible pour les ramener dans des pays arabo-musulmans pour les vendre en esclaves. Donc, il y a eu cette invasion et les femmes étaient seules au village. Elles étaient avec leurs enfants. Et quand l'une d'elles a prévenu que les arabo-musulmans sont en train de venir, eh bien, elles ont porté les habits de leur mari, qui étaient absents. Elles ont porté les habits de leur mari, elles ont pris les armes pour se défendre. Elles ont pris les armes pour se défendre et elles ont réussi, selon les historiens, à tuer 300 à 400 esclavagistes qui venaient justement pour les prendre. Alors que c'était des femmes qui n'étaient pas initiées au combat, ou qui n'étaient pas du tout initiées au combat ou quoi que ce soit, mais elles ont eu ce tact de bravoure. Et elles savaient que les envahisseurs allaient revenir. Et il y avait certaines d'entre elles qui étaient blessées, etc. Donc elles savaient qu'elles n'allaient pas pouvoir résister une deuxième fois. Et là, elles ont pris une décision. C'était quoi cette décision? Elles ont pris la décision de s'immoler au feu, collectivement. Elles se sont mises toutes dans une case et elles se sont brûlées vives. Elles ont dit qu'elles préfèrent mourir plutôt que d'être vendues esclaves. Et dans un désir de survie, il y a l'une d'entre elles qui a voulu sortir, qui n'a pas voulu mourir. Elle était notamment enceinte. Donc, c'était la seule survivante. Toutes les femmes du village de Nder ont péri. Elles ont préféré se brûler vives plutôt que d'être capturées et vendues en esclaves. Et c'est cette femme, finalement, qui a raconté cette histoire. Il y a eu aussi la reine Zinga d'Angola, qui a régné entre 1624 et 1663, qui était une femme exceptionnelle. Elle était dotée d'une grande habileté politique, d'une grande stratégie militaire. Elle avait été formée par son père qui était roi, qui l'a initiée aux armes, à la chasse. C'était vraiment une femme incroyable. Et elle a tenu pendant 30 ans contre la traite négrière, face notamment aux Portugais. Et elle était finalement le premier chef d'État africain à l'époque à avoir pensé à une stratégie contre la traite négrière. Et elle avait dit cette phrase très importante, parce que dans les royaumes voisins, l'esclavage se pratiquait. Elle avait dit que chaque esclave qui réussit à s'enfuir des royaumes voisins serait un homme libre dans son royaume. Et donc, elle a proposé finalement ouvertement l'asile, justement, à ces personnes-là qui réussiraient à s'enfuir et venir dans son royaume.
Et moi, ce fait me rappelle un peu ce qui s'est passé dernièrement avec Paul Kagame, notamment avec les Noirs qui ont été esclavagisés en Libye. Il avait fait une publication pour dire que le Rwanda s'engageait à accueillir voilà, les Africains esclavagisés voilà, en Libye, que le Rwanda ouvrait ses portes justement à ces personnes. Et donc, vraiment, les femmes ont eu à jouer un rôle très, très, très important dans l'histoire de l'Afrique antique. C'est d'ailleurs le seul continent où il y a eu, par exemple, des prophétesses, femmes prophètes. Parce que, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, ben, en Afrique, il y a eu des religions. Il y a eu des religions en Afrique, il y a eu des spiritualités. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop nous dit que l'Afrique, c'est le berceau du monothéisme, avec l'animisme notamment, où il y a la croyance d'un Dieu tout-puissant, voilà, d'un créateur suprême qui a tout créé. Donc Cheikh Anta Diop dit que l'Afrique, finalement, c'est le berceau aussi du monothéisme, même si on n'a pas tendance voilà, à parler de ça. Et donc, il y a eu des prophétesses, notamment Kimpa Vinta. D'ailleurs, il y a un film très, très intéressant sur elle. Je vous invite à aller voir ce film en saisissant Kimpa Vinta sur YouTube. Elle était âgée de 20 ans. Elle était âgée de 20 ans quand elle a décidé de libérer son peuple de la déportation. Parce que l'esclavage se pratiquait. Et elle voulait que cela cesse. Imaginez, une jeune fille de 20 ans dans l'Afrique impériale qui se lève, qui dit non à l'esclavage, qui dit on doit faire quelque chose, on ne doit pas accepter. Et elle a réussi à mobiliser 80 000 personnes derrière elle. Et finalement, les colons ont vu qu'elle devenait trop dangereuse. Ils ont tout fait pour la capturer et ils l'ont brûlée vive. Et cette femme, elle n'était pas seule. Il y a eu aussi Mama Moilou, qui est la fondatrice du kambangisme au Congo, qui est aussi une spiritualité. C'est une spiritualité, c'est une religion africaine. Et pour les personnes qui s'intéressent vraiment à ces questions, moi je vous envoie aux travaux de Nissem Lascombe, qui est un historiographe africain, qui a vraiment parlé de ces choses-là, du statut de la femme africaine, voilà, à cette période. Je vous envoie aussi aux travaux de Fakoli Doumbouya, qui est un chercheur malien traditionnaliste. Donc lui, il s'intéresse beaucoup à nos anciennes traditions et il tient le même discours. Dans nos traditions anciennes, la femme était considérée comme l'égale de l'homme. Et puis aussi, bon, les travaux de Cheikh Anta Diop et également de Dr Amaza Mazama. C'est une chercheuse brillante africaine qui travaille beaucoup sur ces questions. Donc, vraiment, la femme africaine a toujours été valorisée dans l'Afrique impériale. L'Afrique authentique, l'Afrique qui n'a pas subi voilà, d'esclavage culturel, d'esclavage mental. C'était vraiment une Afrique où il y avait l'harmonie entre les deux sexes. C'était une Afrique qui faisait la promotion d'une société égalitaire. Et il y a certains dirigeants africains qui ont vraiment compris ça, qui ont compris qu'on doit se ressourcer, qu'on doit revenir en arrière, voir ce qui se faisait de bien et s'inspirer de ça. Et notamment Thomas Sankara. Parce que beaucoup de gens parlent de Thomas Sankara comme le panafricaniste, l'anti-impérialiste, tout ça c'est vrai. Mais personne ne parle de sa casquette féministe. Thomas Sankara, c'était un féministe avant l'heure. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog par rapport à ça, intitulé « Thomas Sankara, le féministe oublié », où justement je parle de l'héritage féministe de Thomas Sankara. C'est quelqu'un qui croyait profondément à l'égalité homme-femme, qui disait que les femmes et les hommes sont égaux en dignité et en aptitude, et que c'est quelque chose qui doit se traduire dans nos réalités, dans nos quotidiens. C'est le seul chef d'État africain qui a remis en cause la polygamie. Il voulait abolir la polygamie, Thomas Sankara. Mais il y a très très peu de gens qui savent cela. Il voulait abolir l'excision, Thomas Sankara.
Thomas Sankara, c'est aussi cet homme qui a organisé une journée, justement, où il a contraint les hommes à aller au marché. Parce qu'il s'est dit que dans la tête de beaucoup d'hommes, en fait, il y a trop cette idée de rôle féminin, de rôle masculin. L'homme ne doit pas cuisiner, l'homme ne doit pas aller au marché. Du coup, il a organisé une journée justement pour que les hommes aillent au marché et fassent la cuisine. Parce qu'il croyait profondément à l'égalité homme-femme comme une exigence aussi du développement. Parce qu'on ne peut pas parler de développement quand la moitié de la société est opprimée, est oppressée. C'est du gâchis pour la société. Et des dirigeants intelligents, outre Thomas Sankara, des dirigeants intelligents comme Paul Kagame l'ont compris. Paul Kagame, il est considéré vraiment comme un leader exemplaire en matière d'égalité homme-femme. Il a eu beaucoup de discours justement où il parle de ça, où il dit que les hommes et les femmes sont égaux en aptitude et en dignité. Et puis, ce n'est pas juste des mots, parce que ça se traduit aussi dans la réalité. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est le seul pays au monde, avec le Parlement le plus paritaire. 54% des femmes qui représentent le Parlement au Rwanda. Il n'y a aucun pays au monde qui est à ce niveau-là. Et regardez aujourd'hui le Rwanda. C'est un pays prospère, c'est un pays qui est pris en exemple, qui est considéré comme la Suisse de l'Afrique. Donc, les dirigeants intelligents, les dirigeants qui ont aussi ce sens-là de la justice, ont vraiment mis un accent particulier sur cette question d'égalité homme-femme, parce que finalement, c'est juste nous renouer avec nous-mêmes, tout simplement, parce que l'Afrique traditionnelle impériale, c'est une Afrique égalitaire. C'est une Afrique égalitaire. Donc je pense qu'on doit vraiment revenir à nos sources, puiser ce qu'il y avait de bien. Et en l'occurrence, cette façon de voir les choses, c'est juste positif. C'est juste positif. Aujourd'hui, quand on parle d'égalité homme-femme, il y a des Africains qui sourcillent. Ils se disent non, ça c'est la modernité, ça vient de l'Occident, nous on a nos traditions, c'est pas comme ça. Et on se rend compte finalement que la colonisation mentale et culturelle a vraiment réussi. Quand des Africains tiennent ce genre de propos, ça veut dire que ça a vraiment réussi, les colons ont vraiment réussi leur travail. Parce que il y a un sociologue célèbre du nom de Pierre Bourdieu qui nous dit qu'à un moment donné, le dominant n'a même plus besoin d'agir. C'est-à-dire que quand le dominant a dominé mentalement et culturellement le dominé, à un moment donné, c'est le dominé même qui va prendre la place du dominant, en reproduisant les mécanismes de domination qui ont été voulus, qui ont été imposés par les dominants. Et donc, on doit vraiment sortir de ces schémas et renouer avec nos valeurs qui étaient égalitaires, qui étaient des valeurs de justice entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.